Donc, l'aviation est un domaine exemplaire de l'économie digitale qui vient de nous être exposé. Ceci tant pour la sécurité de la fabrication des avions que pour leur sécurité en vol et la sécurité de leur maintenance. Or, en ce domaine, à un moment où l'on s'interroge sur la fiabilité de certains centres de certification outre-Atlantique, l'Union européenne et la Chine viennent de signer un accord bilatéral de sécurité aérienne le 20 mai 2019, qui renforce considérablement la sécurité aérienne dans les relations entre l'Union européenne et la Chine. Mais à un moment où la Chine avance ses pions dans tous les organismes mondiaux, comme dans cet accord bilatéral de sécurité aérienne entre l'Union européenne et la Chine, est-ce que cette avancée de la Chine dans le domaine aérien augure une nouvelle ère d'influence chinoise dans l'aéronautique mondiale? Christian Brett, Anna Atala et Laure Deron traiteront le sujet en des échanges croisés et Carlos Brana apportera toute son expérience de l'aviation d'affaires de Dassault Aviation dans l'approche du monde chinois des affaires. Christian Brett, expert consultant auprès de l'AFIF, est ancien attaché commercial de l'ambassade de France à Pékin et ancien directeur général délégué de SNCF International. Anna Atala, avocat au barreau de Paris, membre du Conseil de l'Ordre, est associé du cabinet Reed Smith et spécialiste des affaires internationales et de propriété intellectuelle. Laure Deron, avocat au barreau de Paris, chargé d'enseignement à Paris, Panthéon-Sorbonne et conseiller du commerce extérieur, est ancien directeur juridique du groupe Veolia en Chine. Enfin, Carlos Brana, directeur général des avions civils Dassault Aviation, a une longue expérience dans les programmes Mirage et Rafale, avant de devenir responsable en 2007 des ventes chez Dassault Falcon Jet et Corporation pour la Chine et la Corée. Puis ensuite directeur général des opérations de Dassault Falcon Corporation. Et aujourd'hui, et depuis 2016, directeur général de Dassault Aviation. Je passe la parole à Christian Brett pour engager les échanges de la table ronde. À Christian Brett, que je remercie d'engager ces échanges. Oui, bonjour. Il faudrait avoir disposer de notre PowerPoint de support en plein écran, en partage d'écran. Très bien. Christian, il faudrait que tu mettes on ne te voit pas, si tu pouvais mettre ta vidéo pour qu'on te voit, ce sera avec plaisir. J'ai la vidéo, mais on ne peut pas avoir les deux. Hein. C'est-à-dire que si on a l'écran... Oui, d'accord. On me voit. Très bien. Bon. Donc, en support de nos différentes interventions, on avait préparé un PowerPoint et tu viens de remplir les 3 premières pages de la présentation générale. On peut enchaîner sur la page 4 directement, donc, où on va les enjeux industriels préexistants et futurs du marché chinois dans l'aviation civile. Juste quelques données pour situer de quoi nous parlons. Page 5, s'il vous plaît. Voilà. Donc, à fin 2019, la Chine, c'est une flotte de 3800 appareils. Ça représente 18% du marché de l'aviation civile. C'est le 2e marché mondial de l'aviation civile. Là, sur ces 3800 appareils, il y a une répartition entre Boeing et Airbus. Boeing a un léger avantage, mais qui se réduit au cours de l'année 2020. Et ça représente 9 milliards de dollars annuels d'exportation en provenance de l'Union européenne. Bon, page suivante. Selon une étude de Safran, à l'horizon 2030, la Chine, c'est 23% et non pas 18% du marché civil mondial. Et c'est d'ailleurs le premier marché civil des avions moyens courriers, donc de type Airbus A320 ou Boeing 737, qui volent dans le monde.
Et le taux de croissance annuel des flux de voyageurs à l'horizon 2030, il est de 7,3%. Page suivante. Encore, malgré la crise du Covid, la Chine continue à être un marché actif en 2020. Airbus a livré son 500e Airbus A320 fabriqué par son usine de Tianjin en Chine le 29 octobre. Et un autre constructeur franco-italien qui s'appelle ATR est en train de faire certifier son appareil, qui est un court-courrier régional bimoteur qui s'appelle l'ATR 42. Le processus de certification est en cours en 2020, suite à la signature de l'accord que nous allons commenter. Page suivante. Un point important qui illustre la stratégie européenne, à la différence de la stratégie américaine à l'égard du marché chinois, la stratégie européenne sous-traite une partie de sa production. On comprend bien que cette sous-traitance ne peut être que conforme aux normes. Page suivante. Le paradoxe quand même du marché chinois, c'est donc que nous avons un marché de taille très important qui va devenir le premier marché du monde autour des années 2025-2026. La sécurité de tous ces avions sont des avions qui sont de conception et de production, de fabrication étrangère, reposent sur des certificateurs qui sont eux-mêmes étrangers. Donc il y a un paradoxe, c'est-à-dire que la Chine absorbe non seulement des produits, mais aussi absorbe des normes d'origine étrangère. Je vous ai mis en dessous, à titre de mémoire, que la Chine a une stratégie nationale, ça a été rappelé à plusieurs reprises, une stratégie qui est complète, qui couvre toute la gamme, et une stratégie non seulement industrielle, mais aussi une stratégie normative et de certification. Pour le moment, c'est une stratégie débutante. Page suivante. Voilà, donc ça va être à Anna Atala de commenter. Anna? Merci beaucoup. Christian. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Et je suis très heureuse d'être ici avec vous pour ce colloque, même en visio, pour aborder ce sujet dont tu as fait l'introduction, Christian, sur la certification. Et je voudrais remercier chaleureusement les organisateurs de ce colloque et de cette table ronde de grande actualité, et remercier aussi mes confrères Laure Deron et Jacques Sago qui préside pour notre plus grand plaisir et honneur cette table ronde. D'abord, si on peut passer donc sur la slide suivante pour répondre à cette question de la certification comme condition de la sécurité aérienne ou barrière non tarifaire pour l'industrie aéronautique, le rappel de quelques généralités. L'aéronautique a autant besoin de progrès techniques que de stabilité juridique. C'est une évidence, besoin de stabilité juridique. On pourrait dire aussi, et c'est le maître mot dans cette matière, besoin de confiance. Confiance, on parlait de prévisibilité tout à l'heure, eh bien, c'est la confiance que l'aéronef pourra survoler un territoire sans visée militaire, confiance qu'il pourra atterrir, confiance que les signaux et feux seront reconnus, et aussi confiance qu'il pourra voler en toute sécurité. Donc en matière de sécurité, la technique et le droit se combinent pour permettre cette confiance. Cette certification qui est au croisement du droit et de la technique est une activité ancienne, comme l'écrivait déjà il y a longtemps le professeur Dupont-Avis. Dès sa naissance, l'aéronef est l'objet d'un contrôle très sévère, inspiré par l'idée de danger. Et une activité ancienne qui recouvre en droit plusieurs processus. D'abord, l'édiction de normes sur comment doit être un aéronef en général, c'est ce qu'on appelle les certificats de type d'aéronef, et puis des certificats de conformité qui sont en quelque sorte des permis de navigation d'un aéronef en particulier, qui s'analyse en droit comme une forme de garantie.
Et ces processus eh bien, ont fait l'objet d'accords internationaux de longue date dans ce domaine, et nous sommes fiers de rappeler que c'est à Paris qu'en 1910 se tenait une conférence sur la navigation aérienne, la première, compte tenu du souhait de réglementer ce que l'on appelait alors notamment les aérostats, appareils d'aviation ou encore navires aériens. Et c'est d'ailleurs à cette conférence qu'il a été décidé d'appeler tous ces appareils des aéronefs, un terme qui est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui, et décidé également de lui donner un genre masculin. En ouvrant cette conférence, le ministre des Travaux publics français, Alexandre Millerand, celui-là même qui deviendra président de la République française 10 ans plus tard, soulignait, je cite à l'époque, la prodigieuse multiplication des automobiles et, concernant les aéronefs, la nécessité de donner des lois aux aéronefs. Et c'est lors de cette conférence que ce qu'on appelait alors le permis de navigation sera remplacé par le certificat de navigabilité. Voilà pour cette terminologie donc, qui est ancienne. Et le pourquoi des accords de certification eh bien, est évident. Il était expliqué par la Commission. La nature même de la navigation aérienne exclut pour les États la possibilité de vérifier au moment où un aéronef pénètre dans l'espace au-dessus de son territoire que cet aéronef répond aux conditions indispensables dans l'intérêt de la sécurité générale. Par conséquent, bien évidemment, ce contrôle doit être effectué avant et par des termes d'accord. Donc, depuis ce texte fondateur de 1919, bien sûr le socle en 1944 de la Convention de Chicago, on a tenu compte de l'expérience acquise dans le domaine de l'aviation, et depuis les années 80 jusqu'à ce jour, il y a eu un certain nombre de textes sur la certification, notamment en matière aérienne. En 2008, un texte qui institue ce règlement instituant donc l'AESA, l'Agence européenne de sécurité aérienne, et plus près de nous, en 2018, entré en vigueur en septembre 2018, eh bien, un règlement UE qui vise la conception d'un produit, d'un aéronef faisant l'objet d'une certification et s'accompagnant de la délivrance d'un certificat de type. Il y a eu de nombreux accords, on va en parler un peu plus en détail, qu'on appelle ensuite des accords bilatéraux en matière de sécurité aérienne, encore appelés BASA. Et si on peut passer la slide suivante, je dirais un mot de cet accord du 20 mai 2019, signé à cette date, mais entré en vigueur le 1er septembre 2020. Les BASA, il y en a de nombreux, notamment avec les États-Unis, le Canada, d'autres pays, y compris le Maroc, sont des accords qui favorisent la reconnaissance mutuelle dans le domaine de la sécurité aérienne et notamment la certification. Et c'est cet accord passé entre l'Union européenne et la Chine, l'accord du 20 mai 2019 qui nous occupe aujourd'hui, avec comme initiateurs donc les industriels européens, il ne faut pas les oublier, c'est quand même eux qui suscitent souvent et le plus souvent les textes. Pourquoi les industriels européens? Eh bien pour développer leur production en Chine, et la Commission européenne, autorisée par le Conseil et assistée par l'AESA. Les buts recherchés du côté de l'Union européenne, eh bien, c'est au terme même de la Commission européenne, en charge, la commissaire européenne, eh bien, c'était d'ouvrir pour les entreprises européennes de nouvelles perspectives en Chine, et en l'espèce au Japon aussi, grande nation sur le plan aéronautique. Bien sûr, la croissance et l'emploi en Europe étaient visés, l'amélioration de la connectivité de l'Europe au niveau mondial et aux fins d'accentuer la présence sur le marché de l'Europe et de redonner une place avantageuse à l'aviation européenne par une coopération plus étroite dans le domaine de la certification à l'échelle mondiale avec la Chine. Et bien sûr aussi, c'est une nouveauté qu'il faut signaler, une coopération en matière environnementale. Le but recherché par la Chine, mais on pourra en débattre, je pense, quant à moi, que c'est d'abord d'apprendre beaucoup. L'ensemble des produits aéronautiques sont couverts par l'accord et encadrés par des normes de sécurité contrôlées par les deux parties. On peut lire et rappeler l'article 4.5 de cet accord à cet égard, qui dispose que pour garantir le maintien de la confiance, encore cette confiance, de chaque partie dans la fiabilité des processus de constatation de conformité de l'autre partie, chaque agent technique
c'est-à-dire certificateur, peut participer aux activités d'assurance qualité interne de l'autre partie. Et donc, bien entendu, il y aura un échange d'informations très important qui probablement n'est pas étranger à l'intérêt de la Chine pour cet accord. Et puis, pour la Chine, bien sûr, aussi donner à ces aéronefs l'image d'aéronefs fiables permettant de vendre davantage en Europe sa future production, en Europe et dans le monde, hein, notamment le C919, le C929, qui sont des concurrents d'Airbus et de Boeing. Alors, on peut passer à la slide suivante et dernière slide pour rappeler que la CAC, la Civil Aviation, on va peut-être repasser, voilà, la Civil Aviation Administration of China, nouveau certificateur, eh bien, elle existe quand même depuis 1949, elle dépend du ministère des Transports chinois, basé à Pékin, et elle est maintenant reconnue, c'est la nouveauté, par ce nouvel accord et par ce BASA. Cela constitue-t-il une révolution dans le panorama aéronautique? Mais oui. Il y avait pour l'instant, si on peut passer à la slide précédente, si vous voulez bien, pour la slide précédente, eh bien, il y avait, comme on l'a dit, l'AESA, il y avait la FAA, hein, l'organisme américain des États-Unis, et puis maintenant, il y a un troisième acteur, il faut bien le reconnaître, un acteur d'importance et qui va devenir de plus en plus important très probablement, qui est la CAC. Et à cet égard, on peut relever, comme il a été dit tout à l'heure, que l'hégémonie nord-atlantique a vécu, et je pense aussi en matière aéronautique. C'est une révolution pour l'instant technique. Sur le plan juridique, la révolution consistera peut-être plus tard, on ne l'a pas vu pour l'instant, dans l'avancement du multilatéralisme conventionnel. Aujourd'hui, de nombreux accords bilatéraux seulement existent. Pourquoi cette révolution? Monsieur Chaussat parlait tout à l'heure du nombre d'habitants, mais je pense que la Chine est une zone d'innovation de haut niveau et dans laquelle, aussi par l'effet du nombre, le nombre d'ingénieurs sera bien sûr plus important que chez nous. En termes de marché encore, on estime que la région Asie-Pacifique représentera dans une quinzaine d'années environ 40% du trafic aérien mondial. Et donc, c'est un domaine du transport aérien, cette partie Asie-Pacifique, qui croît aujourd'hui le plus vite. Alors, un paysage industriel différent, je crois qu'on l'a dit, hein, à part Boeing et Airbus, eh bien, on voit entrer un nouvel acteur sur le marché aéronautique qui est la COMAC et qui donc se combine, je crois que c'est important, vous l'avez rappelé dans votre introduction, se combine avec ce nouveau certificateur qui est la CAC, tous les deux chinois. Alors, s'agira-t-il d'une barrière non tarifaire? Alors, bien sûr, les normes techniques sont utilisées, on l'a vu souvent dans l'histoire de la jurisprudence, comme des barrières non tarifaires prohibées et de longue date. Dans l'affaire Cassis de Dijon de 1979, était en cause une réglementation allemande fixant un degré d'alcool qui a été jugée par la Cour de justice comme une restriction non admissible à la libre circulation des marchandises dans le marché commun. En France, nous avons eu cette question tranchée également par des saucissons montagne que nous souhaitions réserver aux saucissons fabriqués à une certaine altitude. Il y a des affaires concernant la Belgique en matière de détecteurs d'incendie. Et le Parlement européen a d'ailleurs expressément mis en garde concernant les normes techniques en général en 2016, lorsqu'il a dit que depuis le 1er juillet 1968, la libre circulation des biens n'a pas cessé d'être entravée par des obstacles non tarifaires tels que les normes techniques qui s'appliquent de manière injustifiée. Alors, les normes techniques chinoises en matière aéronautique seront-elles utilisées en l'espèce comme barrières non tarifaires? L'avenir le dira et le débat est ouvert. Je vous propose, quant à moi, un rendez-vous à Pékin dans 10 ans pour en reparler. Merci. Merci beaucoup, Anna. Et donc, maintenant, la parole est à Christian Brett et Laure Deron dans leurs échanges sur le sujet. Le BASA répond aux préoccupations sécuritaires et l'accès au marché.
Oui. Donc, le titre ayant été donné, je vais pouvoir intervenir en faisant un petit rappel historique qui montre l'évolution depuis 40 ans. Le 1er janvier 1980, la Chine signe un accord qui va être intégré d'ailleurs dans son accord d'adhésion à l'OMC en 2001. Et cet accord international a pour objet de la suppression des barrières tarifaires, cette fois-ci, c'est-à-dire la suppression des droits de douane à l'importation des aéronefs civils, produits et composants. Bon. Cet accord international, curieusement, précède le corpus administratif et législatif chinois. Les premiers éléments d'un corpus administratif datent de 1988. Une date importante en Chine, ça va être 1995, car la Chine se dote d'une loi et d'une législation assez complète sur l'aviation civile, et dans toutes ses parties, y compris la certification, la sécurité et les rapports avec les pays étrangers. Toutefois, entre 2003 et 2019, la pratique sera celle dite de working arrangement, parce que c'est la terminologie anglaise qui l'emporte dans tous ces échanges, donc des accords de travail entre agences européennes et agences chinoises, et quelquefois directement même avec des constructeurs, s'agissant d'Airbus pour l'établissement de son usine de Tianjin. Et ces dispositions, ces arrangements de travail traitent de tous les aspects pratiques à résoudre par des industriels dans leur environnement chinois, des conditions de sécurité à respecter. Enfin, le 20 mai 2019, le fameux accord qui est un outil juridique international et qui va permettre de faire rentrer dans le droit positif chinois un certain nombre de dispositions qui auront été convenues. Bon, tout à l'heure, il a été dit que cet accord est rentré en vigueur le 1er septembre de cette année. Page suivante. Alors, on ne t'entend pas, là. On ne t'entend pas, alors. Vous m'entendez? Ah oui, merci. Merci. Oui, donc bonjour à tous. Je prends la parole pour illustrer dans la logique et la continuation de ce que viennent de présenter Christian et Anna. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail des dispositions du BASA, on s'aperçoit qu'il y a des options de négociation qui ont été prises et qui sont tout à fait révélatrices de la dialectique entre, d'une part, l'impératif de sécurité, puisque le travail des certificateurs, c'est d'assurer la sécurité aérienne. Là, il y a une logique qui veut de travailler ensemble, et on facilite ce travail ensemble. Et puis, d'autre part, la réalité d'une compétition industrielle dans l'aéronautique civile, où là, on est un peu pris en tenaille entre la direction naturelle qui est plutôt de rester chacun chez soi, et en même temps, Christian l'a rappelé, il y a une internationalisation de la chaîne des valeurs qui veut qu'on partage les normes et que donc il y ait quand même un certain partage qui soit instauré. Alors, que fait le BASA? Eh bien, il consacre tout à fait cette logique de la certification qui a été développée, Anna l'a rappelé, par l'organisation OACI. Alors, déjà, il met en avant l'AESA et la CAC comme les agents techniques qui vont venir mettre en pratique le BASA. Il organise une certaine osmose de travail en commun pour s'assurer qu'il y a des partages et une communication garantie par les parties au BASA. Deuxième chose qu'on voit arriver dans le BASA, c'est la volonté de s'inscrire dans un processus de construction historique avec la Chine. Il y a une incrémentation des processus de travail pour valider l'acquis, l'expérience partagée, et c'est ça qui va permettre d'instaurer des relations de confiance entre certificateurs qui vont faciliter leur travail au bénéfice, évidemment, in fine, des industriels qui présentent à la certification. Troisième point qu'on voit très bien apparaître dans l'accord, c'est la consécration de la logique d'une certification. Alors, pardon, si on peut retourner sur la slide précédente, voilà. La logique d'une certification qui s'appuie sur le travail de ce qui se passe dans l'état de conception, la partie importatrice, qui est le terme de ce BASA-là. Anna a rappelé que la certification, ça reposait sur deux étapes fondamentales qui sont d'une part la certification de type, on va certifier un type d'aéronef,
Et ensuite, la certification de conformité, qui est la reconnaissance que la construction en pratique de l'aéronef se fait bien selon les normes qui ont été validées, établies par le certificat de type. Et donc, le BASA ici met tout à fait l'accent sur cette logique du travail de conception et de la validation de l'étape conception des aéronefs. De façon pratique, ce qu'il faut souligner ici, c'est que cette logique, elle aboutit, en tout cas dans l'immédiat, à favoriser une aéronautique, une industrie aéronautique qui est mature et qui émet des certificats de type, qui innove, qui conçoit. Pour l'instant, entre les deux parties en présence, c'est plutôt le cas de l'industrie européenne. Et donc, la distribution des responsabilités entre certificateurs, avec le certificateur de celui qui conçoit, qui est plutôt l'AESA s'agissant de l'industrie européenne, qui prime le certificat primaire, et ensuite une procédure instaurée par le BASA de validation simplifiée, voire automatique, pour l'État en réception, qui serait plutôt ici la Chine. Page suivante, s'il vous plaît. Alors, une fois qu'on a dit ça, que le BASA s'appuyait sur la valorisation du travail de conception, l'autre chose que fait le BASA et sur lequel on va projeter un petit peu notre attention, c'est le fait qu'il institutionnalise une réalité qui est qu'une fois passé l'état de certificat de type, la production européenne, elle est pour partie localisée au plus proche de certains marchés. Et ça, c'est un choix stratégique d'organisation industrielle qui a été fait par les industriels aéronautiques de l'Union européenne. Et ce que vient faire le BASA, c'est donner une assise juridique. Anna rappelait l'importance de la sécurité juridique. Eh bien, le BASA contient un article, alors je vous l'ai mis, je m'en excuse, c'est du texte juridique, donc c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir de cet article en 2 mots, qui est l'article 454 de l'annexe 1 consacré à la certification, c'est qu'à partir du moment où un industriel d'une des parties détient un certificat de production, donc là on est bien dans le cas d'un industriel qui est installé dans l'Union européenne et qui obtient son certificat de production par l'AESA, eh bien si cet industriel a installé des sites de fabrication et des installations de fabrication sur le territoire de l'autre partie, dans le but de pouvoir sortir des produits finis et les vendre déjà dans le marché. C'est une stratégie qui permet notamment de contourner l'obstacle des barrières douanières d'importation avec les taxes à l'importation. Cette mise sur le marché local va être facilitée par la reconnaissance, l'extension du bénéfice du certificat de production à ces sites. C'est-à-dire que les processus de fabrication déployés sur ces sites vont se faire sous l'empire du premier certificat obtenu dans l'autre partie. Et dans ce cas-là, pour le même produit, il n'y aura pas besoin d'aller chercher un autre certificat. On pense évidemment pour le groupe Airbus à l'usine d'assemblage qui a été faite à Tianjin et qui a sorti, rien que l'année dernière, 450 avions. Ces avions bénéficient de cette extension de production. Alors, je fais juste j'en termine par cette slide. Je fais juste une aparté pour dire que l'effet de cette extension, c'est de conférer aux normes techniques européennes de l'AESA un certain effet extraterritorial qui va s'appliquer sur les sites de l'autre partie. Slide suivante, s'il vous plaît. Non, voilà. Christian, je te passe la parole. Oui. Un petit rappel sur qui sont ces certificateurs, enfin l'état respectif des certificateurs, leurs points forts, leurs points faibles. Bon, le point fort de la CAC tient au fait qu'il gère un domaine plus large
que celui du certificateur européen. Il n'est pas simplement certificateur, il est aussi régulateur des vols sur le territoire chinois. Bon. Par ailleurs, il est investi de pouvoirs de négociation par les autorités chinoises qui se font de manière directe et dans une construction légale et institutionnelle qui est simple. C'est donc le directeur général de la CAC qui signe cet accord international, alors que de l'autre côté, vous avez vu que c'est une commissaire européenne confirmée par la suite par le Conseil de l'Union européenne. Bon. Point de faiblesse de la CAC, eh bien, elle est à la mesure de la faiblesse relative de l'industrie chinoise à ce jour, à savoir, il n'y a pas d'avion encore en état de voler, d'avions civils en état de voler, donc il n'y a pas de certification de ces avions. Et le point important sera que la CAC finalement va accepter dans cet accord le concept de maturité technique qui va donc être utilisé pour reconnaître la force et la faiblesse de l'autre. Bon, la force de l'AESA, par contraste, c'est bien entendu que c'est un certificateur très avancé, mais au plan technique, parce que l'industrie européenne est elle-même très avancée. En revanche, son domaine d'intervention est plus réduit, il n'est pas du tout régulateur, et par ailleurs, il est très, très encadré par la Commission et le Conseil pour des raisons qui tiennent à la construction européenne, laquelle, dans ce domaine, est très singulièrement compliquée. On peut parler de millefeuille. Page suivante. Alors, on va s'interroger toujours dans l'examen du BASA pour voir de quelle manière, de façon très pragmatique, l'acceptation par la partie chinoise d'une maturité technique plus importante de la partie européenne aboutit, alors dans l'immédiat, plutôt à protéger les intérêts européens. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une asymétrie des procédures qui tient compte de ce niveau de maturité différent dans les systèmes réglementaires, et ça satisfait l'impératif européen de sécurité, puisqu'il y a une clause qui permet pour les nouveaux produits chinois qui vont être développés, mais qui ne présentent pas encore les niveaux de garantie suffisants en raison de la jeunesse de son certificateur, d'une procédure spéciale avant que ça soit introduit sur le marché européen. Donc là, évidemment, c'est le choix de la sécurité de l'espace européen qui a été, l'espace de vol européen, qui a été, auquel on a accordé la primauté. Par ailleurs, contraste sur ce qui se passe dans le marché chinois, au contraire, l'accord va venir limiter la participation de la CAC à la validation des certificats AESA et donc pour la mise sur le marché des produits européens, qu'ils soient faits en Europe ou produits fabriqués de façon locale en Chine, il va y avoir une quasi-automaticité de l'acceptation du certificat délivré par l'AESA. On peut se demander pourquoi est-ce qu'un accord qui est asymétrique, en tout cas dans l'immédiat, a été accepté par la Chine. Alors, il a été qualifié par la partie chinoise lui-même d'accord win-win, et c'est vraiment l'illustration d'un pragmatisme diplomatique de négociation à la chinoise. On accepte de reconnaître que la réalité des compétences techniques chinoises est pour l'instant un peu en retrait, et on privilégie, ce que rappelait Anna tout à l'heure, l'apprentissage par la coopération continue du certificateur et le développement des compétences, puisque les ingénieurs qui travaillent dans les JV industriels bénéficiant de l'extension du certificat de production vont acquérir une formation et ont mis sur le développement de l'aéronautique chinoise, qui est la stratégie rappelée. Alors, ça m'amène à la protection de la propriété intellectuelle, puisque évidemment, les dossiers de certification sont des dossiers sensibles. Le contenu des échanges touche au savoir-faire, aux technologies du constructeur d'affaires. Quand ça se passe de façon quasi automatique, le dossier de certification est assez léger. Il faut peut-être rappeler quand même le rôle très important qu'a eu la Chine dans la crise du Boeing 737-4 qui a été cloué au sol par la CAC, jeune certificateur, mais qui a eu un effet domino puisque la décision chinoise a abouti à clouer au sol tous les avions.
Et si l'avion aujourd'hui est en passe de revoler, puisqu'on a appris hier, je crois qu'il avait à nouveau l'autorisation de transporter des passagers, ça n'est qu'au prix d'une ouverture totale par Boeing de ces dossiers pour satisfaire les exigences des différents certificateurs qui, là, ont vraiment plongé dans la propriété intellectuelle. Donc, il y a des mécanismes de protection dans le BASA qui sont quand même, qui existent, qui sont plutôt des mécanismes restrictifs, c'est-à-dire que on va limiter la communication des données au strict nécessaire, on va affiner des processus d'identification des données. Alors tout ça nous permettrait, si on avait le temps, de faire le lien avec ce qui a été dit dans la table ronde précédente sur la blockchain, etc. Mais de façon générale, il y a quand même une grande faiblesse dans l'accord, c'est l'absence d'un mécanisme de sanction s'il y a une transgression. Et ça va me permettre de faire le lien avec ce qui a été rappelé tout à l'heure aussi, que la place naturelle d'une clause complète, exhaustive, satisfaisante, qui organise vraiment la protection des données de propriété intellectuelle partagées, ça serait dans le traité bilatéral de protection des investissements de l'Union européenne, qui aujourd'hui est quand même un peu bloqué. Et donc, il faut être conscient aujourd'hui des failles de l'accord, parce que celui qui prend le relais sur cette partie n'est pas encore en place. Slide suivante. Oui, donc ça nous permet de résumer dans les très grandes lignes ce que nous appelons, nous, les limites de l'accord bilatéral de BASA. Comme vient de le dire Laure, il n'y a pas d'instance de règlement des différends. Donc, on procède dans une logique qui a été très formalisée, qui est très détaillée, mais c'est une logique en 3 niveaux, mais ça consiste toujours à dire on se met d'accord pour se mettre d'accord. Et jusqu'au jour où il y a un désaccord sur la manière dont l'autre partie exécute, n'exécute pas ou exécute de manière biaisée ou interprète ou n'interprète pas correctement une des clauses de l'accord. Par conséquent, il n'y a pas de recours qui permet de trancher le différend. Bien. Une deuxième limite importante sera que l'accord ne traite que ce qui provient et que ce qui est certifié par les 2 parties signataires. Et donc, on ne traite pas du tout, on ne s'entend pas, on ne coopère pas et on ne se concerte pas pour reconnaître ou valider la certification d'un produit issu d'un État tiers. Et l'exemple le plus frappant, c'est celui du Boeing 737 MAX. L'AESA a suivi son processus autonome, elle ne s'est pas concertée avec la CAC et on ne sait pas ce que la CAC va dire ou ne pas dire à propos de la validation du nouveau certificat de ce Boeing 737. Plus grave encore peut-être, la Chine, mais c'est aussi le cas de l'Union européenne, coopère avec d'autres États, alors la Chine avec la Russie, s'agissant de l'Union européenne, de nombreuses constructions, de nombreux avions intègrent des moteurs qui sont par exemple d'origine canadienne, eh bien le BASA ne dit rien de ces relations avec des opérateurs qui sont ressortissants d'États tiers non signataires. Voilà. Bon, attendez, page précédente s'il vous plaît. Oui, donc en pratique, depuis le 1er septembre, date de sa mise en valeur, le groupe de travail s'est réuni le 3 et a sorti une procédure. Cette procédure, elle consiste à dire voilà comment on va travailler et on qualifie 3 types de listes de produits, ceux qui ne nécessitent pas de procédure supplémentaire parce que l'accord a déjà tout traité, ceux pour lesquels on est d'accord pour ne mettre en œuvre que des procédures allégées de validation. Et enfin, les produits nouveaux. Et les produits nouveaux, rappelons-le, parmi les produits nouveaux, il y a les produits chinois, donc les projets d'avions chinois pour lesquels on n'en est qu'au tout début des principes et des méthodes de reconnaissance qui devront être accordées. Donc, il n'y a pas réellement de risque de voir se faire imposer par le biais de cet accord des produits qui n'auraient pas suivi les règles du dit accord. Voilà. Bon, pour le reste, oui, il y a des annexes ou des extensions qui peuvent être convenues entre agents, mais du côté européen, il y a un encadrement très fort de la Commission, voire du Conseil. Merci, donc, Christian. J'ai terminé.
Merci, Christian. Alors, juste pour terminer sur cet accord, On est à la limite, là, alors. Vas-y, rapidement. je fais en 1 minute. C'est la volonté d'extension géographique et politique de l'accord. Ce qui est intéressant, si on peut retourner sur la slide suivante, s'il vous plaît, merci. L'article 14, contrairement à ses congénères BASA, puisque Anna a expliqué qu'il y avait eu d'autres BASA précédents avec d'autres pays, la volonté, c'est d'appliquer l'accord non plus à des territoires politiques, mais à des zones d'application de systèmes réglementaires. Et donc, la volonté affichée, c'est éventuellement de faire partager le bénéfice du système de ce BASA qui est très complet à d'autres pays. Alors, ça peut se faire par le biais d'une adhésion souveraine, donc ça serait un État qui adhérerait. On pense à des pays partenaires que seraient la Norvège, la Suisse, qui sont déjà intégrés dans le travail de la ESA européenne. On se pose la question de la Russie, avec lequel il y a des coopérations chinoises très importantes dans le domaine aéronautique pour produire un avion par les industriels chinois. Et puis, de façon pratique, on permet aussi une validation, une extension du champ de cet accord dans des États tiers. Alors là, c'est plus la consécration des options internes d'un industriel qui aurait placé des sites de production dans des États tiers auxquels on va permettre d'étendre le bénéfice des certifications et des reconnaissances de certification par cet accord. J'en ai terminé. Merci. Je te remercie pour cette transition tout à fait heureuse pour demander à M. Carlos Brana, directeur général des avions civils d'Assaut Aviation, de bien vouloir apporter justement son regard sur tous ces problèmes de certification que, bien évidemment, en tant qu'industriel, il connaît depuis fort longtemps et auquel sa société et son groupe se trouvent tout le temps confrontés. Donc, je remercie vivement Monsieur Carlos Brana de bien vouloir nous faire part de ses réflexions par rapport à ce qui a existé et surtout ce qui évolue actuellement, d'une part en relation avec la FAA américaine et d'autre part ce BASA qui a été récemment mis en place. Merci. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'abord de me donner la possibilité de m'exprimer sur un secteur que je connais un peu, qui est l'aviation d'affaires, et pour lequel d'ailleurs on ne parle pas vraiment. Alors, sur les affaires BASA, j'ai eu le plaisir de découvrir cette problématique avec votre invitation à venir me joindre à vous, parce que honnêtement, ça n'avait pas transparu jusqu'à présent. Et de fait, une des bonnes raisons, c'est que finalement, et vous le découvrirez dans quelques minutes pourquoi, on n'a pas été vraiment partie prenante, parce que finalement, il n'y a pas non plus de projet d'avion d'affaires en Chine aujourd'hui. Donc, de fait, on bénéficiera certainement des retombées de cet agrément. En revanche, la contrepartie, pour l'instant, n'est pas très claire pour nous. Donc, mais je vais vous expliquer peut-être juste avant qu'on aborde peut-être le panel, ce que c'est que l'aviation d'affaires. Je pense que certains d'entre vous ne sont pas très familiers avec cette aéronautique. Et bien entendu, pour ceux qui sont déjà familiers, je suis prêt à prendre les commandes à la fin de l'exposé, bien entendu. Alors, pour ce qui est de l'aviation d'affaires, comme vous le voyez dans cette planche, c'est une aviation qui est assez riche en nombre d'avions. Et vous voyez que l'aviation commerciale, c'est 36 000 avions. Alors, ça comprend ce qu'on appelle les avions à hélice et les avions à réaction. Vous voyez qu'en aviation d'affaires, c'est un petit peu plus élevé, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Ce qui veut dire que tout à l'heure, quand M. Brett a parlé d'un marché chinois qui serait le premier acheteur d'avions de ligne, dans quelques années, vous allez voir le paradoxe extraordinaire qu'il y a avec l'aviation d'affaires. Alors, l'aviation d'affaires, si vous pouvez passer à la slide d'après, voilà, l'aviation d'affaires, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement, la base de l'aviation d'affaires, c'est le gain de temps, c'est-à-dire la capacité, lorsque vous voulez vous déplacer d'un endroit à un autre, à aller quand vous le voulez, grosso modo, parce qu'il faut quand même déposer des plans de vol, etc. Mais enfin bon, vous allez à peu près quand vous voulez, c'est-à-dire c'est pas un vol régulier, de l'endroit où vous êtes à l'aéroport le plus proche où vous êtes, pour aller à l'aéroport le plus proche de votre lieu de destination.
Alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est ce qui vous permet, par exemple, lorsque vous êtes un homme d'affaires, et des Chinois hommes d'affaires, il y en a énormément, mais des Français aussi, des Européens dans le monde entier, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça vous permet, par exemple, de faire 3 ou 4 sauts de puce en Europe. Hein. Vous pouvez partir le matin très tôt de l'aéroport du Bourget, vous allez à Milan, faites votre réunion, vous en avez pour 1 heure, vous partez, vous allez à Berlin, faites votre réunion, vous allez pendant 1 heure, et vous revenez le soir, dans l'après-midi à Paris, vous avez déjà fait 2 réunions, peut-être même une 3e si vous le souhaitez, alors que si vous prenez l'aviation de ligne, vous comprenez que c'est 2, 3, 4 jours pour faire cet ensemble de réunions. Donc vous voyez la flexibilité et l'outil ou l'importance de l'outil que ça met à disposition des entrepreneurs, des industriels, enfin, en tout cas ceux qui peuvent se permettre d'avoir ce type d'outil. Donc nous vendons l'aviation d'affaires. Beaucoup de gens ont l'image d'un outil de luxe, enfin de luxe associé au fait d'être privilégié dans un avion. Nous, c'est un outil, et c'est un outil de travail. Et c'est comme ça d'ailleurs que la majorité des gens utilisent l'aviation d'affaires. Nous avons aujourd'hui des clients qui utilisent cet avion parce que ce sont des déplacements flexibles et qui leur permettent de traiter leurs affaires beaucoup plus rapidement que s'ils étaient avec une aviation commerciale. Alors, sans parler des problèmes de sécurité, de confidentialité, etc., etc. Alors, quand je dis sécurité, c'est-à-dire la protection de ce que vous êtes en train de discuter avec vos interlocuteurs. Vous ne savez pas dans un avion de ligne qui est derrière vous, qui est devant vous. Est-ce que c'est un espion? Est-ce que c'est un gars qui photographie votre... Bon, je ne sais pas. Voilà. Alors, on peut passer à la slide d'après. Voilà, alors tout ça pour dire, et ça va vous expliquer ce qui va venir derrière, c'est que l'aviation d'affaires, c'est plusieurs façons d'acheter les avions. C'est-à-dire vous pouvez être propriétaire, vous pouvez être en copropriété, vous pouvez faire du management en louant votre avion, vous pouvez aussi faire de la propriété partagée, ça c'est l'entreprise NetJets, mais ça bâtit ce qu'on appelle des écosystèmes, et si vous passez à la planche d'après, ces écosystèmes, c'est tout un monde qui est organisé autour de l'aviation d'affaires. Alors, il y a d'abord les aéroports eux-mêmes, parce que tous les aéroports ne reçoivent pas des gros avions, pas toujours. Donc, il y a des petits aéroports qui reçoivent des petits avions. Et si vous voulez, par exemple, si vous connaissez la Chaux-de-Fonds et que vous voulez aller en Suisse à cet endroit, vous verrez que vous ne pourrez pas y aller en Boeing. Si vous voulez aller à Stade, vous ne pourrez pas y aller en Boeing non plus. Vous devrez prendre un avion qui est beaucoup plus petit. Alors, les nôtres y vont. D'autres aussi, hein, bien entendu, mais ça permet, par exemple, pour certains industriels, de se rendre à l'endroit où leurs usines sont implantées, puisque comme vous le savez, c'est à côté de tout ce qui est usine de montres, etc., pour ce qui est de la Chaux-de-Fonds. Bien, donc cet écosystème, ce sont de nombreuses personnes qui travaillent autour de cette aéronautique. Donc vous avez bien entendu les pilotes hôtesses, mais vous avez aussi tout ce qui est en rapport avec la maintenance. Donc vous avez ce qu'on appelle des stations-service, là où les avions vont se faire maintenir. Vous avez les centres de formation, les douanes bien sûr, les consultants qui vous aident ou pas d'ailleurs à rédiger vos contrats, les banques bien entendu pour les financements, et puis vous voyez les avocats, ils sont aussi parmi nous, et bien entendu toutes les autorités de réglementation. Donc vous avez mentionné les EASA, enfin nous on dit EASA, vous dites EASA, bon, c'est pareil, les opérateurs, etc., etc. Si vous passez à la slide d'après. Voilà, c'est un. Alors évidemment, nous on entend souvent parler dans l'aviation commerciale. Finalement, Boeing, Boeing, Airbus, un peu Bombardier, un peu Embraer. C'est pourtant un monde très segmenté, puisque comme vous le savez, vous avez les monocouloirs, les bicouloirs, les ceci, ça. Dans l'activité aviation d'affaires, c'est la même chose. Mais là, vous avez, c'est que des monocouloirs, hein, à ma connaissance, et vous allez du tout petit avion, qui en fait va faire 1000 nautiques d'autonomie, jusqu'à des avions qui sont en fait des avions de ligne, transformés en aviation d'affaires. Hein, la caractéristique principale de l'aviation d'affaires, c'est essentiellement l'emport maximum de 19 passagers. Vous ne pouvez pas en emporter plus, sinon vous rentrez dans une autre catégorie d'avions avec d'autres certifications. Voilà. Si vous passez la slide d'après. Alors là, c'est juste pour vous montrer nos beaux produits. On peut passer à la slide d'après, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Et dans l'aviation d'affaires, il faut que vous sachiez qu'on peut aussi effectuer des missions régaliennes.
pour le gouvernement. D'ailleurs, je pense que notre ancien Premier ministre a dû utiliser plus d'une fois ces beaux avions pour faire des voyages diplomatiques ou même à l'intérieur de la France. Toujours pareil, c'est la notion de flexibilité qui prévaut dans ce cadre. On peut aussi faire des missions à caractère militaire, qui sont par exemple des missions de surveillance maritime, ou vous voyez des missions d'évacuation sanitaire, d'ailleurs qui ont été très utilisées, ne serait-ce que pendant la crise de Covid, où on a fait des transports de médecins pour aller d'un endroit à un autre, puisque bon, rien ne fonctionnait, y compris l'aviation commerciale, donc l'aviation d'affaires était là pour subvenir aux besoins. Voilà, la slide d'après. Voilà, alors tout ça pour maintenant parler un peu de Chine. Lorsqu'on se met dans un cadre européen, c'est l'aviation d'affaires représente à elle toute seule 374 000 emplois en Europe. Alors, c'est tout l'aréopage de personnes, d'entités, etc., que je vous ai mentionné au départ, et on voit que c'est quand même un chiffre qui est très significatif. Et ça comprend, bien entendu, les aéroports, peut-être le restaurant à côté de l'aéroport. Donc, le chiffre a été donné par l'OBA. L'OBA, c'est European Business Aviation Association. Donc, c'est une entité qui s'occupe en particulier de tous les opérateurs d'aviation d'affaires. Donc, je pense que leurs chiffres sont fondés. Ce qui est intéressant également avec l'aviation d'affaires, et c'est aussi très intéressant pour la Chine, parce que c'est le cas déjà aux États-Unis, c'est que cette aviation permet de relier des villes qui ne sont pas forcément très bien desservies par l'aviation commerciale. Et donc, on voit par exemple aux États-Unis que certaines entreprises viennent s'installer dans des villes qui sont des petites villes, dans lesquelles d'ailleurs elles ont un emploi, enfin un niveau d'emploi important, où elles ont d'ailleurs une certaine fidélité des employés à l'entreprise, parce que c'est souvent la grande entreprise du secteur. Ça permet donc de fidéliser, d'avoir de très bons employés qui sont formés en plus comme l'entreprise le souhaite, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils font que ça, mais enfin, en tout cas, ils font ça. Et donc, ça permet de faire des développements locaux très importants qui ensuite bénéficient à tout le monde. Eh bien, de la même façon, on pourrait imaginer que la Chine serait très intéressée à faire ça, puisque c'est au fond ce qui se passe côté américain, et puis c'est ce qui se passe de temps en temps côté français. À moindre échelle, il faut quand même le reconnaître. Et quand vous voyez la contribution que ça génère, alors aviation d'affaires, c'est-à-dire l'ensemble aéroportuaire, les avions, les employés qui travaillent à la maintenance, les employés qui travaillent à la fabrication, les ceci, les cela, vous arrivez à plusieurs dizaines de milliards d'euros de contribution au PIB européen. Et le chiffre BA, c'est 87 milliards. Donc, je n'ai pas fait, évidemment, la vérification de ce qu'il y a derrière tous ces milliards, mais c'est simplement pour vous dire que c'est un montant qui est très substantiel dans l'économie d'une nation. Si vous passez à la planche d'après. Alors, pour faire une comparaison, et c'était ça l'intérêt par rapport aux chiffres que M. Brett a énoncé tout à l'heure, quand on regarde le niveau d'équipement de la Chine en termes aéronautiques et aviation d'affaires par rapport aux autres pays. Alors, si vous comparez la Chine, États-Unis et Europe, finalement, ce sont trois entités, je dirais, comparables, pas en nombre d'habitants, je l'admets, mais en termes de territoire, de surface de territoire, etc. Vous voyez, par exemple, que la Chine a 250 aéroports. Et quand on regarde, nous sommes abonnés à ce qu'on appelle les cartes Jebsen, c'est-à-dire celles des aéroports qui sont accessibles. On est plutôt de l'ordre de 80 à 90 aéroports. Donc, il y a beaucoup de projets qui se sont développés en Chine de façon très récente et qui permettent de dire aujourd'hui, il y a 250 aéroports. Vous voyez que ces aéroports sont ceux qui seraient accessibles à l'aviation d'affaires. Aux États-Unis, c'est 1850. Donc, c'est un ordre de grandeur différent. Vous avez 10 fois plus, grosso modo, d'aéroports aux États-Unis qu'en Chine. De la même façon, quand vous regardez l'équipement en jet d'affaires, vous avez, alors, c'est pareil, on peut toujours ergoter en disant c'est pas 300, c'est 500, etc. Sachant que, vous savez, les avions, ça va, ça vient, il y en a qui sont revendus aux États-Unis, etc. Bon, bref. Mais l'ordre de grandeur, c'est, mettons, même si on se trompe de 100, 400, par rapport à 14 000 aux États-Unis. Donc vous voyez la disparité énorme et le potentiel énorme qu'a la Chine vis-à-vis de cette aviation. Alors l'Europe, c'est 2700. Il faut dire que la culture américaine est très axée sur l'aéronautique
parce que d'abord, c'est un pays de tradition aéronautique, et puis d'autre part, parce qu'ils en ont compris tous les bénéfices très vite, l'Europe est venue un peu derrière. On a nos petites traditions, puis on était un peu moins fédéraliste que nous le sommes aujourd'hui. Mais cela étant, vous voyez que les ordres de grandeur sont là. Et donc, on imagine le potentiel absolument énorme de la Chine dans l'acquisition de cet outil de travail qui permet leur développement. Le seul bémol, et c'est là que je rejoins les problèmes de certification, c'est que des fois, les certifications sont assez difficiles à obtenir. Des fois, ça peut aller assez vite, et puis des fois, ça traîne un peu. Alors, est-ce que c'est lié au fait que les gens sont surchargés à certifier les autres avions? C'est probable, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est dommage, en tout cas pour nous, c'est de voir que ce pays qui a un potentiel tellement gigantesque soit limité dans son équipement, des fois par des problèmes de certification. Voilà, c'était la fin de ma présentation et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour cette présentation très, très intéressante et qui nous fait découvrir d'ailleurs tout un monde de l'aviation d'affaires que d'habitude, on n'a pas l'habitude de pouvoir appréhender de cette manière. C'est donc vraiment un domaine beaucoup plus important que on le pense généralement. Pour l'instant, je ne vois pas de questions, mais peut-être justement en ce qui concerne les différents intervenants, est-ce que soit Laure, soit vous-même, Monsieur Brana, vous auriez question à poser plus particulièrement aux uns ou aux autres. Moi, je veux dire, ce qui m'interroge tout de même beaucoup dans cette question de la certification des avions, c'est que nous avons toujours eu la certitude que l'aviation était vraiment le domaine où la sécurité était la plus extraordinaire, c'est là où il y a le moins d'accidents, etc. Et depuis un certain temps, on parle tout de même de problèmes, notamment alors, au niveau de la maintenance, compte tenu de la multiplication des vols commerciaux, notamment à très bas prix. Et puis là, nous sommes arrivés devant quelque chose auquel on ne s'entendait absolument pas, qui a été ces accidents des avions américains qui brusquement a mis en avant ces problèmes de certification, et pas tellement au niveau de la maintenance, mais vraiment à un niveau beaucoup plus essentiel que celui de la fabrication, et qui a posé vraiment le problème de la qualité des certificateurs eux-mêmes. D'où d'ailleurs cette remarquable avancée de la part à la fois de l'Europe et de la Chine pour mettre en place cet accord BASA de mai 2019. Et donc, comment peut-on aujourd'hui penser que cette fiabilité extraordinaire qu'il y avait jusqu'à présent dans la sécurité est subitement remise en doute? Voilà ma question. Elle se pose aussi bien par rapport à vous, Monsieur Brana, qui est très directement concerné, si je puis dire, mais également à Laure ou à Anna ou à Christian. Mais évidemment, ce serait de la part de M. Brana, je serais très heureux d'avoir une réponse parce qu'il est, lui, très directement concerné par rapport à ces questions. Alors, je vais donc essayer de vous répondre pour ce qui concerne, si vous voulez, l'incident, ou l'accident plutôt des Boeing 737 MAX. Je voulais juste corriger un tout petit peu le vocabulaire. Il ne s'agit pas d'un problème de fabrication, il s'agit d'un problème de conception. Et c'est ça le vrai sujet. Hein, c'est que quand vous concevez quelque chose qui manifestement a manqué un peu de redondance, notamment sur les indicateurs d'incidence, il se trouve que vous n'aviez qu'un capteur pour détecter une attitude de l'avion, et ce capteur a eu quelques soucis, ce qui veut dire que l'avion, parce qu'il faut se mettre à la place de l'avion. L'avion, il voit une information et il dit « Ah, cette information
me dit bah, il faut que je commence à piquer parce que manifestement j'ai trop d'incidence. Eh bien, dès que je commence à piquer et que il n'y a pas les automatismes ou en tout cas il n'y a pas la capacité pour le pilote qui n'a probablement pas été éduqué à ce moment-là de retirer, enfin en tout cas de débrancher cette espèce d'automatisme, bah, l'avion bah, il va au tapis. Alors ça, ce que vous soulignez là, en particulier le problème de la certification, effectivement, il y a un moment où les certificateurs demandent une connaissance intime des systèmes. Je rejoins ce que disait tout à l'heure Madame Déron, et elle a tout à fait raison. Il y a un moment où on commence à regarder de très près non seulement le savoir-faire, mais la façon dont est construit intimement l'avion. C'est d'ailleurs un des problèmes qu'on risque d'avoir dans le futur, c'est comment garder notre propriété intellectuelle si on commence à révéler à chaque fois comment sont faits les choses à droite et à gauche. Bon. Il y a ce problème qui est à résoudre, c'est-à-dire celui de garder sa capacité je dirais, de propriété intellectuelle, mais en même temps, il faut pouvoir donner confiance à l'organisme qui est censé vous contrôler. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Il y a un moment, il faut mettre les cartes sur la table et dire, ben voilà comment ça se passe dans nos avions. En revanche, dans le problème qui nous occupe, enfin que nous sommes en train de discuter, je crois qu'il y a eu peut-être trop de proximité entre le constructeur et le certificateur, ou en tout cas le certificateur a fait trop confiance au constructeur. Je peux vous garantir que dans le monde EASA, ça n'arrive pas. C'est-à-dire que les gens de chez nous, enfin chez nous en Europe, sont extrêmement prudents, parce que personne, vous imaginez, ne va avoir de responsabilité en cas de crash pour avoir mal certifié un avion ou avoir mal fait son travail. Donc de notre côté, je peux vous garantir que d'abord les institutions sont extrêmement sérieuses, très pointilleuses et faites de gens qui connaissent très bien leur métier et aussi très bien le nôtre pour le coup. Donc je pense que ça devrait vous rassurer, en tout cas sur les certifications EASA qui sont faites par les EASA au départ. On pourrait toujours voler sur nos avions, monsieur. Je vous remercie infiniment pour cette intervention. Il y a juste une autre question, simplement, qui est posée par la salle. C'est pour ça que je me permets de la dire. Et on va ensuite devoir terminer. C'est où sont formés les pilotes chinois et avec quelle certification? Merci à Christian ou à Laure de répondre sur ce point particulier. Alors, les pilotes chinois sont formés principalement en Chine, dans des écoles qui sont créées en partenariat avec l'École nationale de l'aviation civile française et d'autres institutions d'origine européenne, son équivalente allemande par exemple, mais aussi une institution d'origine britannique. Bon. Chaque constructeur apporte sa contribution spécifique pour aider à la formation des pilotes. Et le plus souvent, les pilotes se forment à partir de livrets qui ont été édités par les constructeurs. Ces livrets sont eux-mêmes certifiés par les certificateurs. Et en outre, ils se forment sur des simulateurs. Et ces simulateurs sont construits par des sociétés spécialisées, mais toujours certifiés doublement par le constructeur de l'avion et par le certificateur de ce même avion. Bon. Donc, il y a une logique de continuité de la sécurité a priori. Hein, et actuellement, la Chine manque de pilotes, mais la majorité des pilotes chinois qui pilotent des avions de toutes catégories, qui sont donc à 95% d'origine étrangère, que ce soit des Airbus ou des Boeing, ces pilotes sont chinois. Et ils ont un taux d'accident qui est parmi les plus faibles du monde. Donc, voilà, pour vous donner une indication objective. Merci beaucoup, Christian. Et ça sera la conclusion de cette table ronde, puisque nous avons un tout petit peu mordu sur la suivante. Et merci à tous. Et beaucoup, bien, écoutez, à une prochaine fois pour avoir le plaisir d'échanger ensemble sur des problèmes aussi importants. Merci beaucoup et merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.